Jean-Michel Blanquer, bonjour. Bonjour. Ministre de l'Éducation nationale, on a besoin d'explications, on a besoin de savoir. En cette période troublée de coronavirus, l'Italie fermera à partir de demain toutes les écoles et les universités jusqu'à mi-mars. Est-ce qu'on peut penser que ça risque d'arriver en France prochainement? Non, et rapidement. Non, ça n'est pas ce que nous avons prévu. Nous serions capables de le faire si... Nous serions capables. Nous en serions capables, mais c'est pas du tout prévu de faire ça. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Pour l'instant, mais même dans tous les scénarios que nous avons, ça n'est pas prévu. Même si le coronavirus s'étend à toute la France, il n'est pas question un jour prochain de fermer les écoles et les universités. Non. Parce que nous pensons que ce n'est pas la stratégie adéquate dans le cas de la France. Alors pourquoi l'Italie le fait? Je pense que ça a un rapport aussi avec l'organisation de leur système de santé. Nous en avons parlé quand nous sommes allés en Italie avec le président de la République et quelques ministres il y a une semaine, et nous avons donc parlé avec les autorités. Elles ont leur stratégie, elles se sont trouvées dans une situation différente de la nôtre puisque l'épidémie est arrivée plus vite chez eux. C'est leur stratégie, mais si vous regardez la nôtre, elle ressemble plus à celle que vous voyez par exemple en Allemagne actuellement, ou même dans certains autres pays européens. C'est-à-dire c'est une stratégie qui a consisté d'abord dans un premier temps à empêcher autant que possible l'arrivée de la maladie, tout en sachant que ça arriverait bien sûr, mais en freinant son arrivée. Ensuite, il s'agissait de freiner sa propagation. C'est le stade dans lequel nous sommes actuellement, avec cette fameuse stratégie des clusters, donc d'avoir des territoires définis dans lesquels là, oui, nous fermons beaucoup de choses, et notamment les écoles, les collèges et les lycées. Et puis si nous devions passer au stade 3, ce qui va sans doute arriver dans un futur proche, très vite, alors la logique ne serait plus justement de fermer dans des territoires ainsi circonscrits, mais d'avoir vraiment une règle générale pour l'ensemble de la France, où on confine les personnes. En stade 3, oui. Si nous passons en stade 3, ce qui va arriver dans les jours qui viennent, si nous passons en stade 3, les écoles, les collèges, les universités, les lycées ne seront pas fermés. Non. Et là, la logique, elle est plus... Alors, il pourrait y en avoir même certains. En stade 3. En stade 3, au cas par cas, certains pourraient être fermés, mais la logique est plutôt de demander à ceux qui sont malades de rester chez eux. C'est vraiment cela la logique, plutôt que de fermer globalement. Vous savez, globalement. Quand vous fermez globalement, vous avez toute une série de problèmes qui vont avec. Par exemple, si vous êtes une infirmière avec des enfants, vous êtes obligé de rester chez vous pour vous occuper des enfants qui ne vont pas à l'école. Du coup, vous n'êtes pas à l'hôpital pour soigner ceux qui en ont besoin. Il faut avoir cette vision globale et systémique de l'ensemble des choses. Et c'est ce que nous nous efforçons de faire entre les différents ministres. Et bien entendu, à chaque fois, derrière le ministre de la Santé, puisque c'est les autorités de santé qui définissent les règles du jeu. Oui, mais en allant à l'école, les enfants peuvent véhiculer le virus. Oui, bien sûr. Oui. Mais dans le stade 3, par définition, le virus, ça y est, circule de manière générale. Il est installé. Il est installé. Aujourd'hui, combien d'écoles, de collèges, de lycées sont fermées en France? Alors, vous en avez maintenant autour de 150. 150 établissements. Quand vous additionnez école, collège et lycée, oui, mais cela fait environ 35... Ça évolue tous les jours. Oui. Mais c'est entre 35 000 et 40 000 élèves qui sont concernés. Aujourd'hui, entre 35 000 et 40 000. Au moment où je vous parle. Une grosse part est dans le cluster de l'Oise. Oui. Vous avez déjà plus de 25 000 élèves qui sont concernés. Ensuite, vous avez le Morbihan qui s'est un peu élargi d'ailleurs entre hier et aujourd'hui, puisque ces clusters sont évolutifs. Donc là, vous avez environ 10 000 élèves. Et puis vous avez en Haute-Savoie le premier lieu qui s'est déclaré d'ailleurs, mais ils sont encore en vacances, les enfants. Donc pour l'instant, il n'y a rien de fermé par définition, mais on se prépare pour lundi prochain. Et lundi prochain, dans la région, le cluster en Haute-Savoie sera fermé. Tout à fait. Ce sera fermé. Ce sera fermé, oui, tout à fait. Oui. C'est déjà prévu, c'est déjà organisé avec l'enseignement à distance qui est programmé, l'ensemble des mesures travaillées par la rectrice. Et puis vous avez des endroits où nous commençons à voir la maladie se développer. C'est le cas par exemple autour de Mulhouse, c'est le cas dans la Manche depuis hier. Dans la Manche oui, nous avons vu dans la Manche un développement dans un village. Donc dans ces cas-là, nous sommes... Lequel? On ne parle pas de... Je ne sais plus son nom en tête, mais dans cette partie-là, nous sommes capables de prendre des mesures ciblées, c'est-à-dire ça peut être une école, un collège. Donc nous sommes aussi capables d'aller au cas par cas et pas globaliser sur l'ensemble d'un territoire. Combien d'enseignants aujourd'hui Alors vous avez autour de 2000 enseignants qui sont touchés par la mesure dont je vous parle. De confinement. Et puis c'est évidemment un chiffre qui va grandir. Combien d'enseignants sont infectés par la maladie, on le sait? Non, ça on ne le sait pas. Par contre, on a le chiffre des enseignants dans un territoire où le virus circule fortement. Bon, les enseignants, pour certains, qui demandent à exercer leur droit de retrait.
Vous comprenez? Oui. Alors, le sujet du droit de retrait est un sujet pour tout le monde, pas spécifiquement pour les professeurs. Il y a eu toutes les études juridiques ont été très claires sur ce point. Le droit de retrait ne s'applique pas dans des circonstances comme celle-ci. La définition du droit de retrait ne correspond pas à ce que nous sommes en train de vivre. Donc, il n'y a pas de droit de retrait. Par contre, certaines personnes peuvent avoir des problèmes de santé. Et dans ces cas-là, leur médecin traitant peut considérer que c'est pas une bonne chose pour eux de venir à l'école. Jean-Michel Blanquer, il y a des enseignants, par exemple dans l'Oise, qui travaillent dans des établissements qui sont proches de zones touchées et qui disent, attendez, à 2 ou 3 kilomètres, nous allons exercer notre droit de retrait parce qu'il y a un risque. Ils sont dans le même cas de figure que l'ensemble des Français par rapport à cela. Et voilà, il n'y a pas de question qu'ils exercent leur droit de retrait. Non, vraiment, la notion même de droit de retrait, d'un point de vue juridique, n'est pas adaptée à la situation. Après, qu'une personne ayant des fragilités immunodéficitaires particulières n'y aille pas pour des raisons établies par son médecin, ça oui, c'est tout à fait possible. Donc nous ne sommes pas aujourd'hui dans la situation italienne. Je dis ça parce qu'on regarde beaucoup, évidemment, ce qui se passe en Italie. Je ne sais pas si vous avez vu le mot, l'émotion qui a traversé toute l'Italie lorsque un professeur, un proviseur de lycée, je ne sais pas si vous avez vu ça, un proviseur de lycée qui est aussi prof d'italien et de littérature de 64 ans, a écrit, ça a traversé l'Italie sur les réseaux sociaux, il a cité un auteur italien qui s'appelait, puisqu'il c'est un auteur du 19e, Alessandro Manzoni, je ne sais pas si vous connaissez Alessandro Manzoni, qui a écrit une œuvre qui s'appelait Les Fiancés, où il décrit les ravages de la peste de 1630 à Milan. Il paraît que ce livre fait un tabac partout en Italie, et il dit attention, calmons-nous, attention aux rumeurs incontrôlables, attention. C'est ce que vous dites aussi ce matin. Oui, bien entendu. D'ailleurs, c'est dans ces moments-là qu'on voit que la littérature est très utile, parce que la littérature est pleine d'histoires d'épidémies. On parle beaucoup de la peste d'Albert Camus en ce moment, mais si vous relisez les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, il y a des descriptions. Oui, et là, ça permet aussi un peu aux enfants. Tout à fait. Surtout que dans ces époques-là, c'était des chiffres beaucoup plus impressionnants. Évidemment, les épidémies de choléra dans les années 1830, c'était des dizaines de milliers de morts, et les habitants avaient des réflexes par rapport à ce type de choses. C'est pour ça que nous sommes en ce moment en train de retrouver des réflexes de civisme par rapport à une maladie dont on ne doit ni minimiser ni exagérer les conséquences. C'est évidemment un phénomène grave, mais en même temps, ce n'est pas non plus le choléra ou Ebola, c'est simplement une catégorie de coronavirus assez grave. Et donc, dans ces moments-là, c'est le civisme qui est évidemment la qualité majeure dont notre pays doit faire preuve, et c'est le cas, je crois, aujourd'hui. Est-ce que vous avez prévu des mesures de précaution pour protéger les personnes les plus fragiles parmi le personnel de l'éducation nationale? Oui, au travers de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que quand une personne a une fragilité de santé avérée et attestée par son médecin, il est tout à fait normal de la protéger davantage. Oui. Alors, l'enseignement à distance est en place. Oui. Hein, on est bien d'accord. Comment ça fonctionne? Ça s'appelle Ma classe à la maison, je crois. Oui. Ce sont des cours en ligne, des exercices en ligne, je sais pas, des visioconférences possibles. Oui, c'est un système. Alors d'abord, là aussi, c'est une particularité française. Vous savez, vous avez le CNED qui a été créé à la fin des années 30, qui s'est beaucoup modernisé ces toutes dernières années, qui est notamment adapté aux grands enjeux du numérique. Et ce Centre national d'enseignement à distance, qui est bien connu des familles dont les enfants sont malades, a pu préparer, nous l'avions anticipé, ce système que nous mettons aujourd'hui en place. Donc c'est Ma classe à la maison. On a commencé à l'expérimenter dès qu'il y a eu le début du coronavirus en Chine, puisqu'on avait des élèves français là-bas à suivre de cette façon-là. Et donc on a un système qui est techniquement au point et qui permet en effet de faire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à la fois d'avoir un suivi des cours à la maison. On peut pas trop savoir si l'élève travaille quand même. Si, parce qu'il est connecté avec son professeur. Ah, d'accord. C'est pas un système purement automatique, si vous voulez. Et vous avez même un système de classe virtuelle, c'est-à-dire le professeur avec ses élèves au travers de Ma classe à la maison, ils peuvent se voir, on peut lever la main, on peut interagir tout simplement. Ça a commencé, alors on voit là par exemple les premières pratiques dans l'Oise et dans le Morbihan. Là, pour l'instant, il y a déjà plus d'un quart des élèves qui ont commencé à travailler dans ce cadre-là. Un quart des élèves qui sont confinés, qui sont confinés chez eux. Et ce chiffre va évidemment augmenter puisqu'on est au tout début d'une nouvelle pratique. Et c'est intéressant parce qu'on voit des pratiques pédagogiques intéressantes de ce point de vue-là. Alors, j'ai des questions concrètes. Est-ce qu'on est autorisé à se présenter avec un masque à l'école ?
Vous savez, le masque, c'est un petit peu, si j'ose dire, ce qui masque des choses plus importantes. C'est-à-dire, on l'a beaucoup dit, le savon est beaucoup plus important que le masque. Encore faut-il le trouver. C'est un autre sujet aussi, effectivement. Mais se laver les mains, ne pas se serrer la main, toutes ces choses que nous répétons tous beaucoup ces derniers temps, à juste titre, c'est le sujet important. Le masque, aujourd'hui, doit être réservé à certains usages, et non, on ne doit pas aller avec un masque à l'école. Alors, problème dans de nombreux établissements scolaires, que ce soit les écoles, les collèges ou les lycées, parfois il n'y a pas de savon, parfois il n'y a pas d'essuie-mains, parfois les toilettes, il n'y a pas de papier toilette. Alors, je rappelle, qui est responsable? C'est l'État? Non, si j'ai bien compris, ce sont les municipalités qui, avant tout, sont responsables des écoles élémentaires et primaires, hein. À la fois le personnel et en même temps tout ce qui est effectivement savon. Oui, depuis le début des années 80, avec la décentralisation, pour les communes, pour les écoles, c'est les communes, pour les collèges, c'est les départements, et pour les lycées, c'est les régions. Oui, mais que pouvez-vous faire là? Alors, nous travaillons évidemment ensemble sur ce sujet, comme sur d'autres, nous sommes liés. Ce point-là est un point faible français, hein, c'est-à-dire, et de toutes les façons, c'est un sujet que je soulevais tous ces derniers temps, parce que notre équipement, du côté de notre équipement, ça c'est surtout vrai pour certaines écoles primaires, ou parfois tout simplement du fait du fonctionnement de l'établissement, et là c'est plutôt une responsabilité éducation nationale, c'est-à-dire par exemple vous avez des enjeux de sécurité dans certaines toilettes, ce qui fait que par exemple pour que les élèves ne se battent pas avec du savon, la coutume a été de ne plus mettre de savon, des choses comme ça, donc tous ces problèmes très pratiques, très concrets du quotidien, qui font que parfois vous avez des élèves, je dirais indépendamment de la maladie d'aujourd'hui, vous avez des élèves qui ne vont jamais aux toilettes de la journée parce qu'ils ont peur d'y aller ou parce que c'est sale, etc. Donc c'est un vrai sujet dont on parle trop peu en général parce que c'est pas un sujet très noble, mais en réalité c'est un sujet très important et très concret, très pratique. Et donc c'est un sujet évidemment nous prenons. Par exemple, il y a dans chaque classe une bouteille de gel hydroalcoolique. Alors ce type de mesures sont tout à fait possibles. Bien sûr, c'est le genre de travail que nous avons. Alors, j'ai parlé évidemment d'abord avec les associations d'élus, j'ai parlé avec François Barouin pour l'Association des maires de France. Nous nous voyons cet après-midi chez Jacqueline Gouraud avec les différentes associations d'élus pour voir l'avancée de cela. Chaque recteur a travaillé avec les collectivités locales. Que pourrait-on faire? S'assurer qu'il y a du savon dans chaque toilette de chaque école, chaque collège, chaque lycée. C'est ce qui se passe en ce moment. Et la situation n'est pas totalement parfaite. Et donc, avec volontarisme, nous allons nous assurer que ce savon soit présent. Est-ce qu'on peut envisager un jour une bouteille de gel hydroalcoolique dans chaque classe? Ça fait partie des choses dont on va parler cet après-midi pour voir ce qui est faisable. Oui, mais en étant attentif aussi aux enjeux de pénurie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à prendre les bonnes mesures au bon endroit. Vous savez, on est dans des logiques qui doivent être profondément collectives et solidaires actuellement. Donc, il faut utiliser les ressources que l'on a de la bonne façon, de la façon ciblée, pertinente pour l'intérêt général. Donc si c'est ça l'évaluation que nous faisons avec les autorités de santé, c'est le type de mesure qu'on prendra avec les collectivités locales. Est-ce que tous les voyages scolaires vers l'étranger sont annulés? Ils sont suspendus. Suspendus. Parce qu'il ne s'agit pas d'annuler vitam aeternam, c'est juste d'avoir pris là une mesure de précaution qui nous était demandée par les établissements parce que certains ne se sentaient plus de voyager dans de telles circonstances, même dans certains pays qui ne sont pas encore définis comme un risque. C'est suspendu, ce qui doit normalement permettre de déclencher des assurances ou des réorganisations de voyages plus tard. Je dois là aussi avoir des entretiens avec des échanges avec les professionnels de ces sujets, de façon à ce qu'il n'y ait pas un trop gros impact pour eux. Mais c'est très important, dans un premier temps, que nous suspendions les voyages à l'étranger et puis les voyages dans les zones à risque françaises. Sinon, les classes vertes ne sont pas suspendues. Non, après, vous savez, il faut beaucoup de pragmatisme et de bon sens. Après, vous savez, nous faisons une appréciation aussi, nous savons faire de l'appréciation au cas par cas, donc là, les recteurs ont eu les consignes nécessaires, mais on a souhaité que lorsque sur le terrain, une école ou un collège ou un lycée souhaitait annuler, qu'ils puissent le faire avec l'approbation de l'institution, c'est pour ça que nous avons pris cette mesure. Bien, le bac, le contrôle continu, 2% des lycées n'ont pas réussi à organiser l'examen. C'est le chiffre, 2%. Qu'allez-vous faire? D'abord, ce 2% va devenir progressivement 1%, puis 0,5%. Si on raisonne en copies, si vous voulez, on attendait 1 740 000 copies, et aujourd'hui, c'est un peu moins de 30 000 copies qui manquent. Donc c'est un tout petit pourcentage. On a fait beaucoup de bruit autour de ça, parce que, notamment chez certains établissements parisiens, en réalité, qui sont concernés, et donc ça attire l'attention médiatique. Mais il faut savoir qu'en plus, 95% des copies, au moment où je vous parle, non seulement existent, ça c'est même 98-99%, mais 95% des copies sont corrigées. Et je rappelle qu'elles sont corrigées de manière dématérialisée, c'est-à-dire sur écran, et ça va permettre aux élèves
peu après les commissions d'harmonisation qui ont lieu d'ici une quinzaine de jours, de pouvoir regarder leur copie sur écran, donc voir leurs corrections, ce qui est une innovation importante de le faire dans des temps aussi rapides. Et donc en réalité, la session de 3C aura été réalisée, parfois avec des difficultés dans certains endroits, sans difficulté dans la majorité des endroits. Et ce qui est, il n'y aura pas de délocalisation. Si, il y en aura dans les ultimes cas où, parce que des gens créent des troubles autour des établissements et empêchent les élèves de composer. Il y aura des délocalisations. Dans les cas comme ceux-là, qui sont ultra minoritaires, pas de zéro. Quand on peut pas faire autrement, le seul cas où il y a zéro, c'est quand un élève dit qu'il ne veut pas venir, ce qui me paraît évidemment quelque chose d'incroyable, mais quand ça arrive, chacun prend ses responsabilités, bien entendu. Il y aura des changements pour les épreuves du printemps ? Oui, certainement, puisque vous savez, on est pragmatique et ouvert, c'est-à-dire d'une part ferme sur les grands principes, parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Quand vous avez des gens qui déclenchent un signal d'alarme pendant que des élèves composent, c'est purement scandaleux, ça mérite des sanctions disciplinaires, éventuellement des poursuites pénales. Donc il y a des choses qui ne se font pas et qu'on ne peut pas accepter. En revanche, sur le fond, c'est-à-dire la nature même de ces E3C, ça se discute, bien entendu, comme nous l'avons dit depuis le début. Vous avez un comité de suivi du baccalauréat, avec notamment les organisations syndicales, qui sera réuni le 11 mars, et avec lequel nous allons voir comment nous faisons évoluer les règles pour tenir compte de ce qu'il y a de positif et de négatif dans les expériences vécues, avec ouverture et pragmatisme. Jean-Michel Blanquer, vous avez regardé les Césars ? Non, je n'avais pas pu. Vous n'avez pas regardé ? Polanski primé, vous auriez quitté la salle ? Alors, vous savez, il y a des domaines, il y a un ministre de la Santé pour les sujets de santé, il y a un ministre de la Culture pour les sujets de culture. Ministre je me suis de l'Éducation nationale. Sur ce point. Je suis adepte. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé des œuvres littéraires. J'ai parlé de Chateaubriand, qui par ailleurs a une vie très intéressante. Mais on peut penser ce qu'on veut de Chateaubriand. On peut découvrir demain qu'il a des vices. Ça ne m'empêchera pas de lire les mémoires d'outre-tombe, même s'il a des vices graves. Il y a l'œuvre. C'est une chose, il y a l'auteur, c'est autre chose. Il y a, s'agissant des choses mauvaises, des crimes éventuels qu'a pu commettre quelqu'un, la justice, des tribunaux, dont on doit évidemment respecter ce qu'ils font, et condamner dans ce cadre-là. Mais je ne suis pas très favorable aux Alors j'ai une question complémentaire. Aimer le cinéma de Polanski fait-il de celles et ceux qui aiment les complices de crime ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Sinon, vous êtes complice de toutes les œuvres accomplies depuis les débuts de l'humanité par des gens qu'on considère comme criminels, et ça existe. Donc, si vous voulez, on met la main dans un engrenage terrible quand on est dans ce genre de logique. La main sur la censure, la main sur le jugement de tout. Moi, je ne cautionne en rien Roman Polanski. Je le connais pas, c'est pas mon sujet. Je prétends pas avoir. Je comprends bien qu'il y a des choses très graves qui peuvent lui être reprochées. C'est un sujet en soi et qui nécessite d'être traité en tant que tel. Ensuite, un film ou un livre, c'est autre chose, et il a sa propre logique. Vous savez, une fois que vous avez écrit quelque chose ou filmé quelque chose, cette chose ne vous appartient plus. Elle va rentrer dans une logique d'interprétation par le public. Chacun va en penser ce qu'il veut, et c'est ça qui est beau dans l'œuvre d'art, c'est qu'elle est justement pas la propriété de son auteur une fois qu'elle a été accomplie. Donc il faut aller jusqu'au bout de cette logique-là, qui est aussi profondément une logique qui préserve nos libertés. Si on rentre trop dans une société où on est sans arrêt en train de se faire des procès les uns aux autres, bien sûr que quand un cas est grave comme lui, des gens sont tout à fait en droit d'avoir un jugement extrêmement négatif sur cette personne et dans le registre de l'attaque de cette personne, le faire. Mais on ne doit pas confondre ce qui est du domaine de l'œuvre et ce qui est du domaine de la personne. C'est un vieux débat qui a opposé Proust et Sainte-Beuve, Proust à Sainte-Beuve en son temps. Le fameux contre Sainte-Beuve de Proust disait déjà, beaucoup mieux d'ailleurs que moi, ce que je viens de vous dire. Franck Riester a regretté l'attribution du César à Roman Polanski. Est-ce qu'il avait à donner son avis, franchement ? En tout cas, c'est certainement au ministre de la Culture de s'exprimer sur un tel sujet. Mais d'accord. Jean-Michel Blanquer, vous n'êtes pas sur la même ligne, quoi. Ça peut arriver quand deux ministres. On a le droit d'avoir des nuances, et j'aime beaucoup Franck Riester, et on en a parlé, évidemment. Vous en avez parlé ? Bien sûr, parce que vous avez échangé, comme sans doute beaucoup de familles françaises. Et vous n'étiez pas d'accord. On avait une nuance. Bien, merci Jean-Michel Blanquer. Il est 8h53, RMC et BFM TV.